sont les différents points. En ce qui concerne la typographie hautement structurante, ça veut dire que quand vous avez un livre, quand vous avez un manuel, vous allez avoir une gestion de l'espace qui n'est pas du tout la même que dans un livre de littérature, dans un magazine, etc. Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un espace qui doit être exploitable ou qui peut être exploitable, et ce qui nous amène très souvent à observer, par exemple, quand on travaille sur un manuel, à observer la place dont nous disposons en tant qu'apprenants pour écrire, par exemple. Et par exemple, est-ce que dans votre manuel, quand vous l'ouvrez comme ça, moi, en tant qu'apprenant, je peux écrire le mot correctement, de manière lisible? Est-ce que je peux prendre des notes, par exemple? Tout ça, ce sont des décisions qui dépendent en fait de vous quand vous allez créer votre propre manuel. Ensuite, il y a différents types comme on l'a dit la dernière fois, il y a différents types de décisions, comme par exemple les polices qu'on va utiliser, ou la taille des polices, le type de police, différents traits typographiques qui vont vous permettre de mettre en évidence en fait les différents éléments. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout au long de votre manuel, tout au long de votre unité, vous avez des ruptures. Vous avez des ruptures parce que là où il y a par exemple le texte de compréhension écrit, juste après vous avez par exemple des questions, juste après vous pouvez avoir un encadré qui va vous donner des informations sur la grammaire, etc. Donc ça veut dire que le discours du manuel est tout le temps en fait avec des ruptures qui vous permettent de faire des passages, de passer d'un élément, d'une compétence à une autre compétence. Ainsi, on peut dire que, comme elle dit, comme on peut lire dans les documents, on a une rupture, un discours qui est très peu fluide, d'accord? Par contre, ce qu'on va trouver, c'est exactement des jeux, par exemple, graphiques. On peut trouver des variations au niveau des images, des icônes, etc. Mais attention chaque fois, j'insiste, si on dit que c'est vous vous souvenez de ma phrase, une typographie hautement structurante, ça veut dire qu'il y a un sens. Et je vous donne l'exemple, vous voyez le manuel, je ne sais pas si vous le connaissez, le manuel Nickel. Voilà. Vous avez le manuel Nickel, et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Vous voyez exactement ce que je vous dis par rapport aux polices, par rapport aux différentes ruptures. C'est-à-dire, quand on va avoir une compétence, par exemple une compétence orale, écoute ou production, ou production écrite, par exemple, il y aura le choix de faire, par exemple, d'utiliser des polices complètement différentes. On va revoir ceci ici, où effectivement, par exemple, là, vous voyez les polices des consignes ne suivent pas du tout les mêmes polices que le contenu, par exemple, des exercices. Ce qui permet, et ça c'est extrêmement important, ce qui permet aux apprenants de pouvoir se orienter en réalité dans le manuel. On va retrouver exactement le même principe ici quand vous avez par exemple les stratégies. Et là, moi, je sais qu'il va y avoir toute une typographie qui va me permettre finalement de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un exercice, il ne s'agit pas d'un texte de compréhension orale écrite, etc., mais il s'agit plutôt d'une information que je vais avoir, sur laquelle je peux travailler avec mes apprenants. On peut continuer avec le deuxième type finalement de discours, et c'est l'architecture qui est hautement codifiée. Que signifie une architecture hautement codifiée? En fait, vous pouvez voir que en réalité, le manuel, il sera divisé en parties. C'est-à-dire, vous aurez tout d'abord ce qu'on va appeler la périphérie, et ensuite ce qu'on appelle le corps central du manuel. C'est-à-dire, tout ce qui fait partie de la périphérie, ça va être tous les éléments, par exemple, comme le titre, les auteurs,
On peut mettre la préface, l'avant-propos, on peut mettre tout le contenu, par exemple, du manuel, c'est-à-dire la table des matières. Ou, de l'autre côté, on va mettre des éléments comme les différents précis, par exemple, qu'on peut avoir pour expliquer le lexique, pour expliquer la grammaire, avec les différentes sources ou les transcriptions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait partie de la périphérie, parce qu'en réalité, on ne fait pas un travail. Ce sont des éléments qui ne vont pas apporter des connaissances au niveau, par exemple, de la langue. D'accord? Ce sont des outils qu'on peut utiliser avec nos apprenants, surtout pour la deuxième partie de la périphérie. Mais là, par exemple, il y a juste les informations qui parlent du manuel et qui ne parlent pas de la langue qu'on ne va pas utiliser pour l'enseignement de la langue. Mais à l'intérieur maintenant, bien évidemment, on peut voir différents éléments. On dit donc que le manuel, il est constitué de différents ensembles. On dit qu'il y a des ensembles textuels, et donc vous avez la périphérie et le corps central. En fait, pour vous donner aussi quelques références bibliographiques, comme par exemple Lannes en 1992, qui dit que, en réalité, tout ce qui se trouve dans la périphérie du texte de nos unités fait partie de ce qu'on appelle le paratexte. C'est-à-dire, on va avoir des informations, par exemple, qui vont être relatives à l'édition, qui concernent le titre, le public, le niveau des langues, qui vont concerner, par exemple, qui peuvent être des textes longs, d'accord, mais qui vont être à la marge, c'est-à-dire ce qu'on a vu ensemble, la préface. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était de travailler exactement sur la périphérie du texte, c'est-à-dire sur le paratexte, du manuel, pardon, le paratexte, c'est-à-dire on a travaillé sur tout ce qui va nous donner des informations sur le manuel. On n'a pas encore commencé à travailler sur le contenu, exactement, le corps du texte. Et bien évidemment, il y aura ensuite les organisateurs structurels. C'est-à-dire là, on va se déplacer vers le contenu des textes, le corps du manuel. On va se déplacer vers le corps du manuel. Pourquoi? Parce que dans le corps du manuel, on va trouver différents types d'éléments. À votre avis, quels sont ou d'après votre expérience bien évidemment, quels sont les types de textes qu'on va trouver? Quels sont, attention, je ne parle pas de genre textuel, quels sont les types de textes avec des fonctions différentes qu'on va trouver dans le manuel? Est-ce que ma question était claire? Plus précisément? C'est-à-dire, quand vous avez une unité, qu'est-ce qu'on a dans l'unité? Je vous invite par exemple, je vais vous montrer, et tous ceux qui sont à distance, ils peuvent consulter par exemple les PDF. Quand j'ouvre mon unité, d'accord, bon, je prends ce type-là, là, je commence à feuilleter le manuel. Est-ce que j'ai le même type de texte? J'ai différents types de textes. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais trouver dans le corps du manuel? Je vais avoir tout d'abord les extraits. Les extraits qui vont me servir à quoi? Qui vont me servir à... Alors, à s'informer, c'est-à-dire à enseigner la langue. D'accord? Il va y avoir d'autres éléments aussi. Les consignes, exactement. Troisième point. Je vais trouver les exercices. Mais quand j'ai un exercice, est-ce que je peux dire que quand j'analyse mon manuel, je vais regarder uniquement l'exercice? Qu'est-ce que l'exercice contient? Je vais avoir la consigne, je peux avoir
un exemple, la règle. Je peux avoir des explications. Je peux avoir des justifications, etc., etc. C'est-à-dire, en réalité, dans le corps du texte, vous n'avez pas le même type de texte. Vous avez différents types de textes. C'est pour ça qu'on parle d'organisateur structurel. C'est-à-dire, ce sera l'ensemble, en réalité, de tous ces titres, les sous-titres qui vont organiser mon manuel, qui organiser le corps du texte. Je vais avoir des éléments qui vont hiérarchiser le contenu. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir au même niveau la consigne et l'exemple et quelques conseils et les exercices que les apprenants doivent réaliser, etc. C'est-à-dire, il va y avoir tout le temps des documents, des textes courts ou longs qui vont réorganiser le contenu de mon manuel. Et là, vous avez parlé d'illustration. Là aussi, c'est-à-dire, ce sera exactement un des éléments qui peuvent faire partie du corps du texte, d'accord, afin de me permettre de comprendre, d'avancer. C'est-à-dire, l'image, l'illustration peut avoir une fonction. Peut avoir la fonction de l'exemple ou peut avoir la fonction une fonction informative parce qu'elle va m'apporter plus d'informations, etc., etc. Donc, bien évidemment, on rappelle chaque fois que dans tous les cas, le manuel doit être attrayant, doit être divertissant, mais attention, sans abuser. C'est-à-dire, comme quand on a un manuel dans lequel on n'a aucune photo, il y a juste du texte, ce n'est pas très attrayant, d'accord? De la même façon, un manuel où il y a trop de photos, là, effectivement, on a envie de dire non, on n'aime pas trop. Ok? Alors, plus précisément, on va bien évidemment avoir, je vais vous donner quelques exemples concernant l'organisation. Pourquoi? Parce que on peut avoir, par exemple, et là je vais utiliser l'organisation qu'on peut trouver dans différents articles, c'est-à-dire on peut avoir des organisateurs, par exemple, qui vont nous permettre de comprendre la structure générale. C'est-à-dire, ce sont des repères qui vont nous permettre de comprendre l'organisation, qui vont nous permettre de comprendre les unités didactiques, comment elles sont structurées, mais aussi la structuration interne des unités. Par exemple, vous avez des manuels qui, là, je vous montre à nouveau le manuel version originale. Quand vous êtes par exemple au chapitre 7, ils vont utiliser cette couleur-là, d'accord? Je ne saurais pas vous dire exactement le nom de cette couleur, mais, comment? Oui, peut-être. Je ne sais pas, je ne reconnais pas toutes les couleurs. Et de l'autre côté, vous avez cette couleur-là qui serait plutôt du vert, mais pas tout à fait du vert olive, voilà. Et là, vous voyez, tout au long de l'unité, en réalité, cette couleur-là, ce n'est pas juste le hasard. En réalité, elle délimite, elle montre quelles sont les limites de l'unité 3, quelles sont les limites de l'unité 7. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'à l'intérieur, par exemple, de l'unité, il y a quelque chose qui va délimiter les activités, qui va délimiter les compétences? Là, pour l'instant, on dirait que la couleur ne nous sert pas vraiment à cela. Quand on va regarder un autre manuel, comme le manuel, par exemple, Cosmopolite, on voit que là aussi, quand vous voyez, on a l'unité 2, vous voyez les couleurs, on a l'unité 3 d'un autre niveau, vous retrouvez à peu près les mêmes couleurs. Alors, d'où la question, on peut se poser la question, c'est-à-dire de dire, mais comment finalement la délimitation se fait dans ce manuel-là? C'est-à-dire comment je fais pour passer d'une unité à l'autre,